Donc, ici, j'aimerais ça qu'on aborde brièvement, si possible. Les citoyens sauront quand on va regarder quand on va regarder le nombre de minutes sur YouTube, mais quand je commence une présentation, moi-même, je le sais pas. Hein? Mais mon intention ici, c'est pas de m'étendre en longueur, du moins, hein? C'est de retourner un peu à l'époque de la Révolution française pour expliquer tout compte fait, hein? Après avoir exposé cette idée-là du projet Continuons, hein? Qui est la version 2.0 du projet Constituant, de tisser une analogie entre ce qui s'est passé en France à l'époque puis ce que je suis en train de proposer pour le Québec, puis en même temps, hein, les analogies étant toutes imparfaites, expliquer les différences entre ces deux moments historiques-là, l'idée de projet puis ce qui s'est passé en France. Autrement dit, c'est pas la même chose. Hein. Il y a quand même il y a un parallèle, mais c'est clairement pas on n'est pas dans le même monde, puis donc on n'est pas en train de mettre en place les choses de la même manière. Et donc, mais en même temps, ça donne une certaine perspective historique aux citoyens constituants. Hein. Puis aussi, je pense que c'est pas inintéressant un peu de traiter de cette question-là ici. Donc, on repart à l'époque de 1780 quelques. Hein. À cette époque-là, le roi était dépensier, un peu comme les gouvernements le sont présentement. Hein. Et puis, le roi s'était endetté tellement, hein, la monarchie était tellement endettée qu'elle a dû recourir à un processus qui était exceptionnel, mais qui avait quand même eu déjà lieu dans la monarchie française, de convoquer les États généraux. Hein. Ce terme-là, d'ailleurs, était un peu... il y a beaucoup d'expressions politiques qui nous viennent de la France, hein, comme l'idée de l'Assemblée nationale va naître durant la Révolution française, l'idée des États généraux qu'on retrouve parfois à différentes sources au Québec sur les États généraux de l'éducation, par exemple, hein, l'expression vient de là. Mais là, ce dont on parle, hein, c'était des États généraux un peu plus gros. Hein. C'était que dans la mentalité de ces gens-là, hein, et de la monarchie en particulier qui participait à ça puis qui défendait un peu sa position, qui justifiait et légitimait sa position à l'intérieur du système politique institutionnel de l'époque. Il y avait, on représentait la société en trois ordres. Hein. Il y avait les clercs, donc la noblesse de robe, hein, qui était un peu au-dessus d'une certaine manière, enfin, c'est un peu relatif, c'est un peu peut-être discutable par rapport au second groupe qui était la noblesse d'épée, qui étaient les nobles, hein, dans le sens plus classique. Mais ce qui est clair, c'est que ces deux grands groupes-là, hein, se situaient un peu au sommet de la société. Hein. Puis la Révolution française a tassé tout ça d'un coup. Hein. Mais il y avait un troisième groupe qu'on appelait le tiers-État. Hein. D'où, par ailleurs, l'expression du tiers-monde qui va apparaître par la suite, hein, qui fait un peu référence à cette même idée-là. Et donc, il y avait une assemblée pas juste de curés, mais de clercs, d'évêques et puis de personnes du clergé. Hein. Il y avait une assemblée des nobles plus typiques, les seigneurs qui possédaient de la terre et tout ça, qui était la noblesse d'épée. Hein. Et puis, il y avait le tiers-État qui, dans le cas du tiers-État, représentait, avait été élu par suffrage limité, hein, dans les différentes parties de la France. Hein. Puis donc, il pouvait se réclamer de représenter un petit peu plus largement la population. Hein. Sauf que, dans la logique monarchique de l'époque, hein, chacune de ces assemblées-là comptait pour une voix. Hein. Et donc, avant que tout ça se passe, les gens qui faisaient partie de la catégorie tiers-État, donc qui n'étaient pas des nobles et qui n'étaient pas des clercs, hein, ont demandé au roi, en fait, de doubler le nombre de représentants qu'il y aurait à l'intérieur de leur assemblée. Hein. Puis le roi concédait à la chose, hein, et a doublé le nombre d'assembléistes. Bien sûr, le roi, hein, il voulait convoquer ces assemblées-là essentiellement pour imposer un nouvel impôt à la France. Hein. Puis donc, la question qui se posait un peu préalable à l'époque, tu sais, qui était dans la motivation puis la raison d'être des États généraux, mais ça virait ça donnait quelque chose d'autre. Mais cette question-là, c'était qui va payer l'impôt, tu sais. Puis donc, les gens du tiers-État avaient un certain plan de match. Hein.
L'idée, c'était de demander un doublement de leurs représentants à l'intérieur du tiers-État, hein, puis ensuite de demander à ce que les trois assemblées se réunissent ensemble, puis comme ça, eux, il y aurait à peu près la moitié des voix, puis les autres auraient une autre moitié, puis comme ça, il pourrait avoir un meilleur équilibre dans la répartition de l'impôt. Hein. Et en revanche, hein, le processus standard, c'est que chaque assemblée avait une voix. Et donc, si la noblesse de robe et la noblesse d'épée choisissaient d'aller dans un sens, par exemple, mettre en place un impôt qui va s'imposer qui va peser sur le tiers-État, donc sur le peuple, sur les paysans, puis tout ça. Hein? Il y avait deux voix, puis le tiers-État avait juste une voix. Hein? Mais, encore une fois, le tiers-État avait un plan de match. Hein? Donc, ils ont demandé de doubler. Le roi de la France a accepté la chose. Hein? Il y a eu convocation des États généraux. Et là, dans son discours d'introduction, hein, le roi, parce que justement, le tiers-État avait aussi à ce moment-là, après, demandé à ce que les assemblées se réunissent ensemble pour avoir un meilleur équilibre. Et dans son discours d'introduction, quand il a ouvert les États généraux, le roi n'a pas discuté de cette question-là, de comment le vote allait se passer. Hein? Fait que c'était un peu drôle parce que il y avait une discussion de forme, hein? Il y avait une discussion de fond sur quel processus on allait utiliser pour arriver à aux conclusions qui étaient à l'ordre du jour. Hein? Le roi, en se prononçant pas, a fait en sorte que cette question-là est restée en suspens. Hein? Bon. Ceci pour dire que, du fait de cette situation-là, hein, là, j'espère que je ne vais pas me planter d'un point de vue historique. Hein. Il y a de l'information courante là, sur Internet et ailleurs sur cette question-là. Tu sais. La page Wikipédia, en l'occurrence, je m'en suis inspiré, parce que je n'ai pas de bibliothèque, mais de toute manière, c'est pas nécessaire de rentrer très en profondeur dans la Révolution française pour tisser l'analogie que je veux faire, mais on peut lire davantage sur ces événements-là si on le veut. Hein. Et donc, tout ça pour dire que les trois assemblées sont convoquées, puis là, ça commence à discuter. Hein. Et puis, à un moment donné, le tiers-État, ou les gens du tiers-État, qui étaient quand même des gens éduqués, c'était des marchands, c'était des gens qui avaient quand même de la connaissance, tu sais, c'était des gens qui avaient été élus par d'autres, mais qui avaient une certaine culture, bien sûr, tu sais. Et puis là, je n'ai pas la date exacte de ça, puis même l'ordre des idées, mais à un moment donné, cette assemblée-là s'est dit, dans le fond, hein, c'est nous qui représentons le peuple. Hein, on représente 96% du peuple, et puis donc, sur la base de ça, hein, on va se doter d'un autre nom, puis on va s'appeler l'Assemblée nationale. Et donc, hein, encore une fois, cette idée-là d'Assemblée nationale nous vient de la France, puis a été adoptée au Québec quand on a mis en place une structure électorale, hein, comme on le sait. Et à partir de là, hein, là, le roi a commencé un peu à y rincer des dents puis à se dire, il se passe quelque chose. Puis c'est un petit peu hors de mon contrôle. Puis ces gens-là ont leur propre agenda, ils agissent d'une certaine manière selon leur propre tête. Hein. Et là, il y a eu évidemment des délibérations importantes puis un jeu politique qui se passait entre tout ça. Hein. Et à un moment donné, hein, les députés du tiers-État se présentent, puis là, il y avait d'autres remontrances que ces gens-là portaient face au roi. Ils voulaient une constitution, ils voulaient d'autres éléments, ils voulaient des changements importants à la France. Hein. Il n'y avait pas juste la question... Le roi voulait des impôts, mais eux voulaient d'autres choses en échange, on pourrait le dire comme ça. Hein. Et puis, à un moment donné, ces gens-là se présentent dans la salle où ils devaient se réunir, hein, puis la salle était fermée. Hein. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'en fait, le roi était en train de leur dire, vous n'avez pas le droit de vous réunir comme vous voulez, puis c'est moi qui run la game, puis restez un peu à l'écart, ou du moins rentrez dans le moule, là, arrêtez vos idées d'Assemblée nationale, puis tout ça. Hein. Bon, cette idée-là, je pense qu'elle est venue, dans la chronologie, elle est peut-être venue un peu après, là, mais le roi, finalement, a comme, la monarchie, là, si on peut dire de manière plus abstraite, a comme tenté un peu de bloquer certaines choses. Hein. Et à ce moment-là, les députés du tiers-État, hein, se déplacent dans une autre salle qui s'appelle la salle du jeu de paume et se font un serment entre eux.
Hein? Puis ce serment-là, c'est qu'ils ne vont pas quitter Versailles puis Paris, hein, avant d'avoir doté la France d'une constitution. Hein? Puis là, tu sais, là, il y a une belle analogie à faire avec ce que je suis en train de suggérer pour les gens du groupe constituant. Hein? C'est un petit peu la même idée. C'est un peu la même idée que vous vous disiez, dans le fond. Puis vous pourriez même vous faire un serment du, je sais pas de quelle salle, là, ou vous pourriez vous dire, dans le fond, tu sais, c'est ça l'idée. Hein? C'est si on met en place une version 2.0 là, continuons, on veut vraiment doter le Québec d'une constitution, puis c'est les citoyens qui doivent le faire. Hein? Un peu comme dans ce cas-là, ils se sont dit, on veut que la France se dote d'une constitution, puis c'est nous autres qui vont le faire parce que c'est nous autres qui représentons 96% de la population. Il y a ce commentaire-là était peut-être un peu discutable, mais pour l'époque, il faut bien comprendre que les deux autres assemblées représentaient pas grand monde, finalement, ils représentaient le clergé puis la noblesse, puis que c'était eux qui étaient le plus près quand même des intérêts du reste de la population. Et donc, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils représentaient la nation. Hein? Et donc, le moment clé de la Révolution française, c'est probablement ce serment-là, hein, de la salle du jeu de paume, qui à partir de là, ils se sont entendus qu'ils allaient rester en place jusqu'à temps que ça change. Puis en passant, évidemment, les États généraux étaient supposés d'être convoqués puis de retourner chez eux, mais ils étaient en train de dire, on va rester en place jusqu'à temps d'avoir une constitution, mais l'histoire a fait en sorte que en fait, il y a certainement eu des moments dans l'histoire française où l'Assemblée nationale n'était pas là, où elle a pris un autre nom, mais c'est devenu une institution. Hein? Et donc, ça a donné naissance finalement à une institution qui va pas se terminer, hein? Qui va peut-être connaître certains remous dans son histoire, là. Mais il faudrait que je révise en fait mon histoire de la France pour être franc, pour savoir si à certaines époques, là, avec Napoléon, il y avait encore une assemblée puis comment ça fonctionnait. Mais essentiellement, hein, à un moment donné qu'on est retombé dans le principe monarchique, qu'on est revenu au bon sens, on a, pas monarchique mais républicain, pardon, donc, on a sorti de la monarchie, hein, on a réinstauré cette idée-là d'une Assemblée nationale avec ce nom-là. Hein. Et là, il y a eu un ensemble de choses qui vont se produire. Hein. De mémoire, ce serment-là, c'était le 23 juin. Hein. Quelques jours par après, hein, les députés vont demander au roi de se réunir ensemble. Hein. Comme je l'avais dit, c'était dans leur plan de match. Hein. Puis donc, ils vont insister qu'ils veulent se réunir avec les membres des autres assemblées, hein, pour avoir un poids conséquent, hein, du fait qu'ils représentent davantage la nation. Et là, les autres sont pas d'accord. Il y en a certains, oui, qui vont venir dans leur rang, puis tout ça. Mais quelques jours plus tard, le roi sent la pression, puis concède. Hein. Puis donc, en prenant leur place, hein, en se disant, c'est nous, dans le fond, qui représentons la nation. Hein? Puis j'ose faire la comparaison qu'une assemblée citoyenne de 125 citoyens tirés au sort représente bien davantage le Québec que les 125 personnes à l'Assemblée nationale. Hein? Parce que cette assemblée-là serait un miroir, serait une miniature de la population québécoise, tandis que les gens de l'Assemblée nationale ne le sont pas. Hein? C'est des gens dans certains milieux, puis d'ailleurs, on parlera, on a parlé dans la section 8 un peu de ce sujet-là, là, mais c'est quoi la représentativité réelle de ces gens-là? Puis les chiffres que je vous donne sont sans doute intéressants à les consulter. Hein? C'est une petite présentation que j'ai faite à ce moment-là, là, mais c'est intéressant de voir en fait comment ces gens-là, dans le système électoral présentement, hein, représentent pas vraiment grand-chose. Et donc, après ça, hein, il y a eu, là, ça l'a cogité encore, puis il y a eu un ensemble d'événements qui ont, il y a eu des up and down dans la Révolution française, là, et puis éventuellement, ça l'a un petit peu débordé, hein, c'est allé dans tous les sens, et puis Napoléon est arrivé, a mis un peu d'ordre là-dedans, puis a donné naissance à l'Empire, puis l'idée de république est revenue par après, avec des épopées encore de monarchie au travers, et ou d'empire, hein, et soi-disant empire à ce moment-là.
Et éventuellement, les Français se sont ralliés finalement à la position de la Révolution française, d'où l'importance de cet événement-là dans leur histoire. Autrement dit, les changements qu'ils ont fait à ce moment-là, ou l'idée qu'il y avait à ce moment-là, s'est ramassée à s'accomplir peut-être 100 ans après. Parce que cette société-là était beaucoup plus figée, rigide et puis difficile à changer qu'une société comme les États-Unis qui avaient fait leur révolution dans le cours de leur mouvement d'indépendance, puis qui n'avaient pas une opposition structurelle de certaines personnes à l'intérieur du régime idéologique, structurel et puis culturel et puis de politique et militaire, comme ça s'est passé en France. Bon, tout ça pour dire que le corps de ce que je veux dire ici, je l'ai un peu inséré dans la présentation, mais c'est qu'il y a quand même une analogie entre ce qui s'est passé en France, une assemblée qui était supposée d'être temporaire, mais qui est devenue finalement une institution nationale. Puis ce que je suis en train de vous suggérer maintenant. Bien sûr, la grande différence, bon, à part l'époque, bien sûr qu'on était dans une monarchie, puis que maintenant on est dans un régime électoral, la grande différence, c'est que à l'époque, le tiers-État était un organe convoqué par les institutions légitimes, entre guillemets, ou reconnues de l'État qui était là, qui était la monarchie. Et donc, c'était une institution. Dans ce cas-ci, on est dans une société différente, une société à vocation démocratique, qu'on peut dire, qui, j'aime pas qualifier notre société de démocratique, comme vous le savez sans doute si vous avez écouté le reste de mes présentations, mais on est dans une société où il y a un idéal démocratique, du moins, où il y a une société vivante, une société civile vivante, et où, donc, il est parfaitement légitime et juste et sain de faire en sorte que cette assemblée constitutionnelle-là, d'une certaine manière, émane de la société civile et donc de la population elle-même. Autrement dit, s'il faudrait attendre que les politiciens fassent de quoi, ils le feront pas, puis soyez absolument certains que s'ils faisaient de quoi, ils vont miner la chose pour que ça marche pas, puis le garder sous leur griffe, sous leur contrôle, sous leur patte. Ils vont vouloir garder le contrôle sur une institution comme ça si c'est eux qui le mettent en place. Et donc, il faut le faire de manière indépendante pour que ça donne un résultat qui est satisfaisant. Puis la raison pour laquelle je dis que les politiciens vont faire ça, c'est quand ils ont fait les trucs en Colombie-Britannique et en Ontario, j'en parle dans la section 2, là, ils ont tout fait pour finalement, pas tout fait, mais ils ont mis en place une structure qui était faite pour ne pas fonctionner. Ils ont mis en place des conditions et une structure qui était fort inacceptable d'un point de vue démocratique, puis ridicule d'un autre point de vue aussi, mais qui démontre que les politiciens, on ne peut pas leur faire confiance sur une question comme ça. Ou pas les politiciens, mais les élus, qui sont aussi des politiciens, là, mais on ne peut pas faire confiance aux élus pour être objectifs sur leur propre situation à l'intérieur du système politique. Ce qui va de soi, et c'est ce qu'on est en train de remettre en question. C'est ce qu'on est en train de dire ici, que le tirage au sort est un mécanisme plus légitime que l'élection, et donc évidemment, pour ces gens-là, c'est en train de dire vous ne l'êtes pas, puis les citoyens tirés au sort le sont. Fait ça, clairement, ils ne peuvent pas être dans une situation de contrôler ça sans nuire à l'expérience. Puis donc, ceci étant dit, on est dans des situations fort différentes, mais il y a quand même une analogie qui me semblait notoire, du moins qui méritait d'être, pas notoire, mais qui méritait d'être notée plutôt. Par rapport à la Révolution française et à l'idée du projet 2.0 de constitution que j'appellerais, pour faire un jeu de mots, continuons. Donc, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Dans les quelques présentations qui vont suivre, qui ont déjà été faites, je vais discuter, en partie, là, je vais discuter de comment, justement, la société civile pourrait éventuellement se lancer dans d'autres aventures comme ça. J'ai exploré certaines grandes thématiques dans notre société qui mériteraient qu'on mette en place une assemblée constitutionnelle, puis donner des idées par rapport à ça. Ceci pour dire que, malgré tout ce que je dis là, puis j'aimerais ça insister, puis en fait, il s'agit ici de réinsister sur cette question-ci, ce que je suis en train de proposer ici, c'est exclusivement pour le groupe constituant, ou disons prioritairement, et je pense que ce serait
parmi toutes ces idées-là, la plus intéressante, hein, et comment on dirait, celle qui aura un potentiel de changement, bien sûr, supérieur à toutes les autres. Hein. D'où le fait que j'en parle en priorité, et puis que je garde un peu ces autres idées-là pour après, mais aussi pour, on le verra, là, mais pour donner une idée de comment le tirage au sort pourrait être utile pour la société civile dans de différentes manières. Donc, on s'en tient à ça pour l'instant, hein, et si jamais on met ça en place, ben, on garde un petit peu un certain brin de nostalgie puis une bonne pensée pour les assembléistes de la première Assemblée nationale française.